Bienvenue dans Multifocus, le podcast qui fait le point sur vos écrans. Chasseurs, chasseuses, gobelins et changelins, bienvenue sur ce nouveau numéro de Multifocus, le Multifocus 13.3. Je suis donc votre hôte, je suis le Doc et je suis accompagné encore une fois de mon camarade Chapeau. Bonjour. Salut. Chapeau. Chapeau nous fait une voix de troll, magnifique. Eh bien on vous accueille, bienvenue donc dans cette nouvelle émission. Qui est toujours consacré donc dans notre mois de février 2018 à Guillermo del Toro. Cette fois-ci, nous allons parler d'une production, après quelques news. On va vous parler d'une production, une création de Guillermo del Toro, de notre ami Del Totoro. Si vous ne comprenez pas la référence, je vous invite à écouter le 13.2. Donc cette production, cette série cette série animée est diffusée sur Netflix. Eh bien, c'est Chasseurs de trolls ou Troll Hunters pour les anglophones. Voilà. Et puis on aura un petit micro-focus de notre ami Chapeau qui nous expliquera un terme bien obscur, mais haut en couleur, qui s'appelle l'étalonnage. Eh ben voilà. Vous en saurez plus sur cette partie du cinéma. Eh ben on attaque tout de suite par les news. C'est parti. Alors pour les news, on va commencer par... tu vas commencer d'ailleurs, Chapeau, par un petit film apparemment disponible. Ouais, un petit film pas très connu qui est... Non, je rigole. C'est le film Stargate de 1994 qui est enfin disponible gratuitement et légalement sur la plateforme YouTube. Très bien. Voilà. Donc, elle est disponible. Le seul petit bémol qu'il peut y avoir à la limite, c'est qu'elle est mise en ligne seulement dans sa version originale. Ouais, mais donc bon, en anglais. Donc en anglais, mais en général, les gens apprécient quand même ce genre de choses. Ouais, parce que le sous-titrage YouTube, ouais. La transcription français ou anglais en français, c'est pas terrible. Non, j'ai essayé. Oui. Voilà. À moins que les sous-titres soient faits. Ouais. Parce que ça, c'est possible, mais sinon, si c'est juste une traduction, c'est une horreur. Et un autre bémol aussi que j'ai pu relever, moi, en essayant de la regarder, c'est qu'elle n'est disponible qu'en 480p. Elle n'est pas en HD, effectivement. Ouais. Effectivement, mais bon, on note quand même un certain effort. Je sais pas si c'est les producteurs, si c'était un film de Roland Emmerich, si je ne dis pas de bêtises. Stargate, j'ai peur de dire une énorme bêtise en fait. On va vérifier ça de suite. Mais bon. Oui, c'est ça. C'est Roland Emmerich avant qu'il ne sombre dans la débilité. Donc oui, non, c'est quand même une bonne chose. Puis c'est vrai que c'était quand même un bon film pour l'époque. C'était un film assez sympa et novateur. On va continuer. Alors moi, je vais vous faire une petite partie un peu plus dodue. Je vais essayer qu'elle soit plus digeste, on va dire, puisque c'est une partie sur les fameuses récompenses qui sont en train d'être distribuées actuellement. Alors quand je dis récompenses, c'est que le début d'année comme ça, premier trimestre de l'année, on se retrouve avec les Golden Globes, les BAFTA, donc les British Awards Film d'État. Donc c'est les Oscars, on va dire anglais. Il va y avoir les Oscars le 3 mars. Et puis voilà, enfin il y a plein de festivals comme ça qui se passent un peu en même temps, mais c'est vrai qu'en général on se concentre assez sur les Golden Globes, BAFTA et Oscars. Alors Golden Globes et BAFTA sont déjà passés, donc on va faire un petit peu le point là-dessus. Donc au niveau des films, alors c'est marrant parce que les Golden Globes, c'est pas facile à dire. C'est très difficile à dire. Je sais pas pourquoi ils ont pris ce nom-là. Les GG, on va dire, les Globes. Allez, pour faire shakespearien, ils ont divisé les films en deux catégories. Il y a les films dramatiques et les comédies
et les films musicaux. Enfin, comédie, films musicaux sont ensemble, alors que les BAFTA et les Oscars, c'est meilleur film. Hop, ils ont fait un lot, hop là. Donc les Globes, dans la catégorie film dramatique, on avait les Dunkerque, The Post, enfin les Pentagon Papers, Shape of Water, donc de notre ami Totoro. Et Call Me By Your Name, et il y avait Three Billboards dont tu nous avais parlé d'ailleurs, c'était ta recommandation le mois dernier, et c'est lui qui a gagné, c'est Three Billboards qui a gagné, comme au BAFTA, où il y avait sensiblement les mêmes films, sauf qu'il y avait Darkest Hour, enfin Les Heures Sombres, dont on a fait la critique le mois dernier, qui était aussi dans la liste, mais c'est quand même Three Billboards qui a gagné. Dans la catégorie comédie musicale, donc chez les Globes, c'est Lady Bird qui a gagné. Alors qu'il y avait tout un tas d'autres films. Alors je vais pas vous faire la liste parce que ça va juste être interminable. Mais au niveau des Oscars, on a un petit peu tout le panel, c'est-à-dire Three Billboards, Call Me By Your Name, Darkest Hour, Dunkerque, La Forme de l'eau, Phantom Thread, qui paraît est très bien, The Post, donc les Pentagon Papers, Get Out et Lady Bird. Donc là, ça va. Je pense que ça va être assez serré au niveau. T'as une préférence, toi Tu vois qui, rapidement, chapeau, gagner, sachant qu'on n'a toujours pas vu La Forme de l'eau. Mais... Franchement, j'ai du mal parce que, j'ai pas vu tous les films là, mais j'ai vu les bandes annonces et c'est dur de choisir. C'est quand même dur de choisir. Il y a quand même des très bons films. Phantom Thread, il a l'air beau aussi. Il a l'air d'être armes égales avec un peu Les Heures Sombres en termes de mise en scène. Et ça va être serré. Je pense que ça va être pas mal serré quand même. Alors on dit que les Globes, justement les Golden Globes, je l'ai bien dit, sont une espèce d'antichambre des Oscars, c'est-à-dire qu'en général les meilleurs films des Golden Globes sont récompensés aux Oscars. Donc moi je voterai pour Three Billboards. Bon, il remporte pour l'instant les suffrages. Merci. Au niveau des actrices de premier rôle, c'est Frances McDormand qui joue dans Three Billboards, qui a gagné face à Jessica Chastain, Sally Hawkins dans La Forme de l'eau, Meryl Streep dans The Post, etc. Il y a même Margot Robbie qui joue dans I, Tonya, le biopic sur une patineuse artistique. Oh. Et oui, qui paraît qu'il est très bien aussi. Enfin, il fait une performance assez incroyable. Et chez les Oscars, on a les mêmes, sensiblement les mêmes personnes: Meryl Streep, Sally Hawkins, Margot Robbie, Frances McDormand et Saoirse Ronan qui joue donc dans Lady Bird. Je ne sais pas. Je vous avoue que peut-être Frances McDormand, c'est une excellente actrice. C'est celle notamment qu'on voit dans un film qui m'est très cher, c'est Fargo des frères Cohen. C'est elle qui fait la policière. Chez les premiers rôles, c'est notre ami Gary Oldman qui a remporté chez les BAFTA et les Globes. Parce que oui, comme on avait dit, c'est un rôle à Oscar, c'est une performance absolument hallucinante. Pourtant en face de lui il y avait des Daniel Day-Lewis pour Phantom Thread, il y avait Tom Hanks, Denzel Washington aussi pour un film qui s'appelle j'ai noté le nom. Un film assez long. Ronan J. Israel. Film un peu qui m'est passé sous les radars en tout cas. Donc Gary Oldman est encore en lice dans ses récompenses. Voilà. Alors rapidement, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Qu'est-ce qui pouvait être notable? La photo. Alors la photo chez les Globes, ça ne veut pas s'afficher bien évidemment, un petit problème technique. Si, chez les Globes, meilleur réalisateur, c'est Totoro. Pour La Forme de l'eau, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Coco a gagné le film meilleur film animé. C'est vrai que on en a très peu parlé ici, mais c'est vrai que c'était très bien. Alexandre Desplat, tiens, puisqu'on est dans Guillermo del Toro, compositeur de la musique de Shape of Water, a gagné un Globes. Pourtant, il y avait en face de lui du John Williams et du Hans Zimmer, s'il vous plaît.
Voilà, on en avait pas mal. Alors chez les BAFTA, par contre, film, alors actrice, acteur. Alors au niveau de la photo, justement, c'est Roger Deakins qui a gagné le BAFTA pour Blade Runner 2049. Ouais. On avait dit qu'effectivement la photo était juste hallucinante. Pourtant, Darkest Tower, avec Bruno Delbonnel aussi, était pas mal, assez élevé, mais là c'est voilà. C'est Blade Runner qui l'a eu. Et au niveau du son, tiens, puisqu'on en parle peu souvent, c'est Dunkerque qui a gagné au niveau du sound design. De son ambiance. Ouais. Effets spéciaux aussi, les BAFTA, c'est Blade Runner. Donc tant mieux. Oui. Voilà, je ne vais pas vous faire la totale, mais en tout cas, voilà, ça va être assez ardu, je pense, cette année. Ça va être très serré, en tout cas, la compète. Voilà, donc ça c'est le 3 mars pour les Oscars, donc faudra surveiller ça. Et puis le 2 mars, on a les Césars. On a réussi à s'incruster juste avant, comme l'année dernière. Je vous encourage d'ailleurs à écouter l'émission de l'année dernière, où justement on parlait des cérémonies et puis plus spécifiquement de 2017 et puis des cérémonies en général. Donc c'est assez bourré d'anecdotes. Donc on a pour les Césars, on a pas mal de choses aussi. Qu'est-ce que je peux vous dire? Alors il y a il y a Au revoir là-haut par exemple qui est assez nominé, le film de Dupontel. Le sens de la fête aussi avec Bakri, film de je ne sais plus qui. Ça y est, j'ai paumé le nom. Bref, voilà. Qu'est-ce que voilà, le sens de la fête, c'est Eric Toledano et Olivier Nakache. Ok. On a, alors dans la catégorie film d'animation, parce que ça nous plaît bien, on a Le Grand Méchant Renard, qui moi je pense, alors entre autres avec d'autres longs métrages comme Sahara ou Zombilenium, mais moi Le Grand Méchant Renard, j'ai adoré, j'ai trouvé ça absolument génial. Pourtant c'est pas de la 3D, c'est pas c'est pas un truc complètement de ouf, mais j'ai trouvé que c'était vraiment super. Moi je l'ai montré à mes enfants, ils en sont absolument fans. Voilà, et puis il y a aussi un film notable, aussi un premier film, il s'appelle Patient, qui est réalisé par Grand Corps Malade. Et j'ai vu des extraits et ça a l'air vraiment très très bien, et qui est nommé aussi dans la catégorie meilleur film avec les 120 battements par minute, Au revoir là-haut, Barbara, Le Brio, Petit Paysan et Le sens de la fête. Voilà, donc il y en a plein d'autres. Si vous voulez regarder ça, je pense que Google est votre ami. Et puis pour avoir un peu plus de détails, voilà. Puis on fera un petit rapport sur les Césars et les Oscars une fois que ce sera passé, donc au mois de mars. On va passer au focus. Ah non, on a encore d'autres petites news, pardon. Oui. Je parle. Encore concernant vas-y. Les prix. Du coup, en ce moment se passent les Berlinales. Et oui. Voilà, les 68e Berlinales. L'Ours d'Or. Qui ont été ouverts par Wes Anderson, avec son film d'animation L'île aux chiens. Qui me hype à fond. Et j'ai pas vu la bande-annonce, du coup ça m'intéresse vachement. Déjà le titre m'intéresse. Ah, le titre donne envie, tu vois. Et on a aussi, du côté des Italiens, on a la Mostra de Venise. La Mostra de Venise, qui a été ouverte par Guillermo del Toro. Non, elle n'est pas encore ouverte, c'est au mois de... Elle va s'ouvrir du 29 août au 8 septembre. C'est ça. Par Guillermo del Toro. Eh oui, ça va être présidé par notre ami Totoro. Présidé, ouais, totalement. Donc tant mieux. Oui, puisqu'il avait eu, puisque c'est lui qui avait gagné justement l'année dernière avec La forme de l'eau. C'est pour ça qu'il est président. Ah. Voilà pourquoi. Merci, du coup, j'ai coupé l'herbe sous le pied. Non, mais il n'y a pas de souci. On a fait des brèves. Bon, très bien. On va passer au focus, à notre focus sur notre analyse, notre petit rétro-focus plutôt, sur Trollhunters. Alors, Trollhunters, chasseur de trolls en français. Donc, c'est une série en 39 épisodes
distribuée exclusivement sur Netflix, et c'est une série d'animation. De DreamWorks. Des studios DreamWorks. Alors j'expliquerai un petit peu après comment ça s'est, l'historique un peu de la série, comment elle est passée de l'esprit de Guillermo del Toro jusqu'à nos écrans de Netflix. Je vais vous faire un petit synopsis rapide. Alors, à savoir que la série est encore en cours de production. Donc là, on en est au milieu de la saison 2. Il y a toute la saison 1 qui a déjà été diffusée, disponible. C'est difficile de dire diffusée puisqu'elle elle est disponible donc sur notre plateforme Netflix. Et donc la première moitié de la deuxième saison. Voilà. Alors le synopsis, c'est quoi ? C'est Jimmy Dulac en français ou Jim Lake Jr. en anglais. Vous verrez pourquoi je vous tease un peu la suite. Donc c'est un adolescent d'une quinzaine d'années qui découvre une amulette magique qui permet de lui donner le titre de chasseur de trolls, donc qui lui permet de défendre les trolls qui vivent en dessous de la ville où il est, qui s'appelle Arcadia. Parce qu'il y a des gentils trolls et des méchants trolls. Voilà, et donc il va faire la connaissance des trolls, et puis il va voir qu'il y en a des gentils, des méchants, et qu'il y a un défenseur qui défend jusqu'à la mort, puisqu'il retrouve cette amulette, puisque le dernier chasseur de trolls est mort quasiment, pas devant ses yeux, mais pas loin. Voilà, et donc il trouve cette amulette de manière fortuite, ou pas, à voir par rapport à la série. Rapidement, qu'est-ce qu'on peut en dire comme ça ? De prime abord, c'est une série qui est, je trouve, qui a un niveau visuel quasiment au niveau d'un film d'animation. C'est-à-dire que il y a des décors variés, il y a quand même une certaine richesse au niveau des objets, des personnages, de la recherche graphique, alors je parle vraiment pas d'histoire, hein, je parle vraiment d'un côté design et technique. Il y a vraiment des choses qui vont au-delà d'une série 3D classique. Mais disons que c'est pas une série pour les enfants comme on peut voir diffusée sur TF1, France 5 ou quoi que ce soit. C'est vraiment une série de qualité en fait. Qui s'adresse surtout aux adolescents. Qui s'adresse pas mal aux adolescents avec un visuel assez conséquent derrière. Ouais. Alors, quelques petits reproches qu'on pourrait faire à ce niveau-là, mais en même temps c'est de la série, mais voilà, c'est que par exemple les personnages ont toujours les mêmes vêtements. Les humains par exemple portent toujours les mêmes choses, genre il y a le sidekick de Jim, c'est un petit gros qui a toujours le pan de chemise gauche qui dépasse de son pantalon par exemple. Voilà, c'est des je trouve ça trucs. Super drôle, n'empêche. Alors, il fallait y penser et c'était bien trouvé. Non, il y a des choses qui sont très bien trouvées. Je dis pas que ça c'est pas bien, mais du coup il a toujours ce pan gauche qui dépasse, quoi. Donc voilà. Mais en même temps c'est une série, donc on va pas leur faire changer de vêtements tout le temps comme un film. C'est pas les mêmes budgets, c'est pas la même vitesse de production. Enfin voilà, faut que ce soit quand même assez rapide à produire, donc assez économe. Mais en même temps, il y a des côtés qui sont extrêmement riches, et je vous dis les histoires de différents environnements qu'il y a font que c'est une série plus quoi. Voilà. On n'est pas dans de la série bas de gamme, on est vraiment dans de la bonne série DreamWorks. Voilà, on sent que derrière il y a quand même le poids DreamWorks qui est là. Donc déjà ça c'est déjà un super bon point. Série de qualité, et puis au niveau du scénario, je trouve que c'est hyper fouillé. Enfin voilà, même si c'est une série pour ados, moi je vous dis les choses comme elles sont. Je suis en train de la regarder, je suis à la fin de la saison 1, mais je la binge watch comme on dit. Je peux plus m'arrêter, je peux plus m'en passer.
Ouais, on a envie de voir comme une bonne série, comme une autre bonne série pour adultes, j'ai envie de dire. On a envie de voir la suite parce que effectivement, on se dit pas, ouais, on s'attend à la suite, et c'est feuilletonnant, c'est-à-dire que il y a une petite aventure, mais il y a un gros fil rouge tout au long de la saison, et je pense au niveau de la série, qu'on va suivre. On suit les aventures de Jim Dulac et ses camarades, camarades humains et trolls d'ailleurs, il a 2 trolls qui sont copains avec lui, entre autres, enfin qui suivent ses aventures. Et c'est haletant presque. Voilà, même s'il y a des fois où on se dit oui, il va le battre lui, on le sait, on s'y attend, mais il y a des twist plots dans le scénario, il y a des inventivités, il y a des choses qui sont très très bien vues. Voilà, donc c'est pas des scénarios redondants, c'est pas même s'il y a une quête pour faire tel truc, la quête elle va durer 5 épisodes, puis après on va passer à autre chose. Donc ça nous fait pas tourner en rond, je trouve. Donc c'est là où je trouve que la série est très bien pensée, et qu'on sent que il y a notre ami Del Toro qui est derrière. Alors à savoir que si je ne dis pas de bêtises, au départ, ça je vous parle de ça avant 2010. Donc puisque la série est en gestation dans la tête de Del Toro depuis quasiment 10 ans. Mm-hmm. Au départ, il voulait que ce soit une série télé, mais avec des prises de vue réelles. Et avec de l'incrustation de FX, etc. Enfin voilà, de personnages animés, voilà. Mais ça a été jugé trop cher à produire, effectivement, pour une série. En 2010, pourtant, il y avait pas encore Game of Thrones. Quoique, je sais pas, ça devait être les débuts, mais peut-être c'était vraiment les débuts, je pense. Donc des grosses séries qui coûtent cher, et peut-être une série pour ados. Ça, les producteurs étaient un petit peu frileux. Du coup, il transforme son idée en un bouquin. Parce que il aime bien quand même écrire, etc. C'est quand même aussi un écrivain, mais on y reviendra dans la grosse émission, très certainement la semaine prochaine. On fera un petit peu le tour de Guillermo del Toro. Et il transforme ça en bouquin, donc il nomme Trollhunters, chasseur de trolls, qu'il a coécrit avec un auteur qui s'appelle Daniel Kraus. Et il balance ça pour montrer son univers, parce qu'il a tout ça dans la tête et il veut absolument que ce soit sur papier. Et ensuite, avec DreamWorks, il commence à négocier pour en faire un film, et éventuellement plusieurs films. Et finalement, DreamWorks propose de faire ça en série d'animation plutôt que en film, du coup pour peut-être développer un peu plus les personnages, l'univers, etc. Et puis Del Toro accepte. Le livre sortira en juillet de 2015. Et puis surtout, c'est que il a l'idée de chasseur de trolls, mais pas que. Il veut en faire un univers étendu avec... il va y avoir une autre série qui va sortir qui s'appelle Three Below. 3 en dessous. Apparemment, c'est une histoire d'aliens, mais qui se situe dans le monde de chasseurs de trolls et qui est bien évidemment relié à chasseurs de trolls. On est sur du spin-off, mais vraiment relié. Et puis une autre série qui sortira un poil plus tard aussi. Alors ça, je crois que Three Below, c'est prévu pour 2019. Et ensuite, il y aura une autre série qui va s'appeler Wizards, donc sorcier, et qui fait partie aussi de l'univers que lui appelle Tale of Arcadia. Voilà. Si je ne dis pas de bêtises, voilà, c'est exactement ça.
Oui, parce que Tale ça, of Arcadia. ça se passe dans le monde d'Arcadia, justement. Oui, c'est le nom de la ville, de la ville humaine, même s'il y a un monde souterrain. Le marché des trolls. Alors, pour Trollhunters, il y aura que 3 saisons. Ça va se terminer, ça va pas être un truc à rallonge où ils vont justement rajouter des scénarios. Del Toro ne voulait pas ça, et c'est très bien d'avoir ça. Donc c'est-à-dire que l'histoire est vraiment bâtie, on a un point de départ et un point final. Donc ça c'est très bien, ça va pas nous faire des séries avec des saisons à rallonge. Et je trouve que, alors au niveau de l'analyse, je trouve qu'il y a enfin, c'est même pas je trouve, c'est que c'est sûr, il y a un lien avec la légende arthurienne, donc le roi Arthur, l'épée magique Excalibur, Merlin, etc. Alors déjà parce que le médaillon qui lui permet d'avoir une armure magique et une énorme épée magique, eh bien, elle est apparemment faite par Merlin, un fameux Merlin, un magicien. Merlin l'enchanteur, on sent le truc quand même bien venir. Il faut qu'il incante qu'il fasse une incantation pour avoir son armure, et il dit par le pouvoir de Merlin ou je ne sais trop quoi. Donc il cite Merlin vraiment explicitement. Donc on a cette notion d'épée qu'il faut, comme s'il fallait la sortir du rocher. Il s'appelle Jim Lake ou du lac. On a un petit écho à Lancelot. Il a une armure blanche aussi. Il a un côté, il a jamais rien fait avec les filles, donc du coup, il a un petit peu le côté chaste que peut avoir Lancelot aussi. Il ne connaît que peu son père, qui est parti parce qu'il vit seul avec sa mère, ce jeune garçon. Il connaît que peu son père, comme Arthur. Après, à savoir, je suis pas assez loin dans la série, mais peut-être que ce sera au niveau de la saison 3 où on en apprendra un peu plus justement sur son père qui est soi-disant parti et qui a laissé sa mère du jour au lendemain. Alors que le jeune homme n'était encore qu'un bébé. Il est aidé par plusieurs personnes, des humains et des trolls. On a un petit peu un côté table ronde. Enfin voilà, je trouve qu'il y a un peu tout ça dedans, avec toutes les créatures magiques et les créatures un peu ésotériques, les gobelins, et autres. Justement, je parlais en introduction des changelins. Donc ces personnages qui peuvent prendre une autre apparence que la leur et duper les autres personnes. Donc voilà, je trouve qu'il y a vraiment un lien intéressant, un côté héroïque aussi. Voilà, il y a quand même une dimension épique dans cette série qui n'est pas carton-pâte, quoi, qui fait pas trop carton-pâte. Il s'en moque d'ailleurs de temps en temps. Donc c'est voilà. Enfin, moi vraiment, je vous la conseille, même si vous n'êtes plus un adolescent ou une adolescente. Ça se laisse vraiment bien regarder. Au début, j'avais commencé à regarder ça avec mon fils en disant tu vas voir Del Toro, machin, c'est bien, c'est un gage de qualité, on va voir ce que ça donne. Est-ce qu'il a fait que le début? Est-ce qu'il a donné que l'idée? Et au final, je suis beaucoup plus en avance que mon fils et il a envie de la regarder, mais moi je la binge-watch en loose day. Voilà. Donc, et Del Toro a vraiment créé toute la Bible donc la Bible, c'est ce qui permet de poser les bases d'une série. Les choses à dire, les personnages, leur caractère, etc. Donc tout ça, c'est Del Toro qui l'a fait, qui l'a créé vraiment. Donc c'est top. Et il continue à superviser toute la série en parallèle de ses films, etc. Donc il a toujours un œil dessus et le bon œil dessus. Et ça se sent, en tout cas. Alors à noter aussi que par rapport à Del Toro, justement, et aux personnages, en tout cas aux personnes avec qui il aime bien travailler. Il y a Ron Perlman qui fait une voix. Et puis il y a Mark Hamill aussi qui fait petite apparition au niveau de la voix dans la saison 2. J'ai vu ça. Mais sinon, il y a Alexandre Desplat
qui, justement, on en a parlé tout à l'heure, qui a gagné le BAFTA ou le Globes plutôt de la meilleure musique pour Shape of Water, et qui avait fait la musique aussi de Labyrinthe de Pan, si je ne dis pas... non, je crois que je suis en train de dire une énorme connerie. Non, c'était pas lui le Labyrinthe de Pan, mais il a déjà travaillé avec Del Toro sur d'autres films. Si tu vas regarder ça... chapeau. Ouais, mais en fait, il a fait tellement de trucs. Alexandre Desplat, oui, non, il a fait énormément de trucs. Mais enfin, voilà, c'est lui qui a fait la musique parce que c'est un pote à Del Toro. Il aime bien faire travailler ses potes, en tout cas. Voilà donc ce qu'on peut dire grosso modo sur Chasseurs de Trolls. On pourra en faire une analyse. Comme d'habitude, vous connaissez les principes de l'émission. On rentre pas forcément dans tous les détails. On aimerait bien, mais le temps nous manque aussi. Et puis on veut pas vous faire des émissions beaucoup trop longues. Alors, il a fait qu'un film de Guillermo del Toro, c'est La Forme de l'eau. C'est La Forme de l'eau. Je croyais qu'il avait travaillé avec lui. Il fait la bande-annonce aussi, la bande originale de L'île aux chiens de Wes Anderson. Aussi. Voilà. Il a fait plein de BO quand même, mais je croyais qu'il avait travaillé. Il avait travaillé un peu plus avec Del Toro. Non, c'est visiblement la première fois qu'il en fait un avec lui. My bad. Eh ben tant pis. Tant pis, tant mieux pour nous, parce que la musique est vraiment super, aussi épique. Alors peut-être s'il y a un point négatif aussi, c'est au niveau du générique. J'ai noté quelque chose au niveau du générique de la série, c'est que on voit un personnage qui fait équipe avec Jim Dulac, je sais pas comment l'appeler, avec Jim, Bill, avec Jim Lake, donc le personnage principal, donc il fait équipe avec lui, mais qui n'est dans les arcanes du secret qu'à partir du milieu de la première saison. Et je trouve ça un peu con parce que du coup ça spoil un peu l'intrigue. Donc je veux pas vous le dévoiler pour ne pas d'autant plus vous spoiler, mais je trouve ça un poil dommage qu'ils aient fait ça, qu'ils aient spoilé cette partie-là. Voilà, parce que ça laisse planer un doute, ça laisse... voilà, je trouve que ça casse un poil du charme de la série, en tout cas de la première partie de cette première saison de Trollhunters. Voilà, j'espère que je vous ai donné envie de regarder cette série, et en tout cas ça fait plaisir de voir une série animée pour jeunes, pour tout le monde, et pour tout le monde, familiale, on pourrait dire. Et bien qui est autant de qualité. Voilà, même les histoires de caméra et tout ça, je trouve que c'est assez cinématographique certaines fois. Les combats sont vachement dynamiques aussi. Pas chiant non plus, ça dure pas 4 plombes, mais voilà, il y a le côté initiatique par rapport à l'adolescence aussi en parallèle. Le côté trouver son chemin, le côté... mais c'est pas cucu. Je trouve. Sans être concon et cucul à praline. Non, on est vraiment dans quelque chose de vraiment bien foutu, quoi. Vraiment bien foutu. Donc on vous encourage à commencer à regarder cette série. Voilà. Pour notre focus. Chapeau maintenant, ça va être à ton tour. J'ai assez parlé. Je pense que les auditeurs en ont ras la couette. Et puis tu vas nous parler dans ton merveilleux dico que tu as commencé il y a 2 numéros. Tu vas nous parler de cette notion très obscure et très oubliée malheureusement, qui est l'étalonnage. On t'écoute. L'étalonnage, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est une partie de la post-prod. Je vous expliquerai peut-être dans un prochain numéro qu'est-ce que la post-prod et la pré-prod. Et la prod tout court, les différentes étapes, on pourra peut-être faire un truc, enfin les 3 grosses étapes finalement. Puis qu'est-ce qu'il y a dedans voilà. Un petit peu, globalement, ça peut le faire. Alors l'étalonnage, en fait, ça concerne tout ce qui est couleur et quantité de lumière, densité de lumière. Enfin, disons que
ça consiste à doser justement les quantités de lumière rouge, verte et bleue, parce qu'on travaille dans un format qu'on appelle RGB. Red, Green, Blue. RGB, ouais, Red, Green, Blue, ou RVB en français, rouge, vert, bleu. Et il faut pouvoir étalonner ces couleurs de façon à ce qu'elles soient homogènes. Non pas, mais pas homogènes dans un plan, parce que sinon c'est tout blanc. mais homogènes dans la séquence, dans une séquence. Parce qu'il peut très bien y avoir des plans d'une séquence qui vont être, on va dire, plus rouges, et d'autres qui vont être plus verts. Pour donner une atmosphère. Pour donner une atmosphère, ou même, c'est plutôt technique en fait. Je veux dire, je pense qu'un spectateur lambda ne s'en rendra pas forcément compte de ce genre de différence, mais ça doit être fait. Techniquement, c'est important. Et effectivement, selon les téléviseurs qu'on utilise, selon si ça va être au cinéma ou pas, c'est super important parce que chaque écran réagit différemment. Donc, ça doit vraiment être étalonné, donc de façon homogène, justement pour pouvoir être balancé sur n'importe quel écran sans que ça gêne. Parce qu'il y a les lumières qui sont sur le plateau, qui sont notamment dictées par le directeur photo dont tu nous avais parlé la dernière fois. Mais du coup, après, à l'écran, voilà, faut que ça ressorte, faut que faut que ça ressorte comme le directeur photo le voit à la caméra, le réalisateur aussi. Ouais. Et ce qui n'est pas toujours le cas quand ça passe du réel au virtuel, donc sur l'ordinateur. Et il faut pouvoir rebooster tout ça ou venir le redescendre un petit peu, vraiment faire raccorder tout ça dans une séquence et même dans le film entier en fait. Ouais, oui, pour donner des atmosphères. On parlait des films de Caro et Jeunet, notamment, voilà, des films avec une couleur ambiante. Si on prend par exemple la Cité des Enfants Perdus, où il y a une teinte un peu verdâtre, un peu pendant tout le long du film. Voilà, l'étalonnage permet ça en fait. C'est ça. Entre autres. Voilà, permet de bien gérer tout ça, que les carnations aussi, enfin la couleur de la peau ressorte aussi en tant que couleur de peau et pas en tant que vert dégueulasse. Ouais. Tout à fait, c'est ça, c'est exactement ça. C'est même après le compositing en fait, on va dire, on peut en faire un peu, je vous expliquerai pareil plus tard ce qu'est le compositing. On touche un peu à l'étalonnage, entre guillemets, parce qu'on doit faire matcher les couleurs entre elles, mais l'étalonnage qui arrive ensuite, c'est vraiment pour tout se faire accorder, que tout soit beau, qu'on voit vraiment les couleurs telles qu'elles devraient être, et pas comme, par exemple, ces filtres bleus qu'on mettait avant, quand on voulait tourner une scène de nuit, mais en plein jour, et qu'on mettait un filtre bleu. La fameuse nuit américaine, entre autres. Voilà. Ok. Donc c'est justement pousser le truc un peu plus loin encore, mieux le perfectionner. Ouais, et puis à ajouter la touche finale du film, en fait, vraiment le nappage final du film. Parce que c'est une des dernières étapes, en fait, avant la distribution, avant les copies, etc. Je sais plus si c'est après ou avant le montage. Je crois que c'est après. C'est après, oui. C'est après. Hein. C'est une fois que justement que tout le film est monté qu'on peut faire l'homogénéité globale. Donc, très bien. Donc voilà, l'étalonnage, qui est un métier qui, à mon avis, doit être quand même passionnant quand tu travailles avec un directeur photo, avec un réalisateur, justement des réalisateurs tels que Guillermo del Toro, tels que des gens qui mettent beaucoup Nolan, de couleurs dans leur truc, ça c'est cool aussi. Ou des Tim Burton, etc., qui mettent des films à ambiance. Enfin voilà, ça doit être vraiment passionnant. Très bien. Merci Chapeau. Et puis à la prochaine pour un nouveau numéro une nouvelle page de ton dictionnaire, de ton dico du Chapeau, qui nous sort un terme de son chapeau. Youpi. Ouais, j'avais pas fait de vanne aujourd'hui, j'avais pas fait de blague. C'est vrai, c'est incroyable. C'est incroyable. Je sais pas, c'est la fatigue, je ne sais pas. Bon, enfin bref. Vous en avez vu déjà pas mal à l'émission dernière, je pense qu'on va se calmer. Voilà, notre émission touche à sa fin, notre Multifocus 13.3 touche à sa fin. La prochaine émission donc sera
une grosse émission, donc cette fois-ci pas un format court d'une trentaine de minutes, mais une émission beaucoup plus longue d'une bonne heure, je pense, parce qu'on va avoir beaucoup de choses à dire. On aura la chance d'avoir une invitée surprise pour notre grosse émission. Et puis donc on vous parlera de La forme de l'eau que nous aurons vue et que nous allons critique-analyser. On peut, ouais, tiens, c'est voilà, c'est pas vraiment une grosse critique, on n'est pas non plus des critiques de films, voilà, mais en tout cas notre ressenti et puis notre petite analyse, donc notre critique-analyse, bon, bref, on trouvera un terme pour la prochaine fois. Et puis bon, on fera un petit peu le tour de notre ami Guigui, notre ami Del Totoro, son parcours, ses amours, ses emmerdes aussi, et puis voilà, tout ce qui fait que c'est un grand réalisateur et qu'il ne fait que commencer et qu'il n'est pas du tout sur le déclin, cet homme-là. Voilà, je vous rappelle que nous sommes sur les réseaux sociaux, les Instagram, Twitter, Facebook, n'hésitez pas à nous suivre. La chaîne YouTube, je vous rappelle, elle arrive, on va la remettre sur ses 4 pieds. N'hésitez pas à faire la pub autour de vous pour faire connaître le podcast si vous l'aimez, ou si vous l'aimez pas, vous le balancez à vos ennemis, ça nous fera toujours de l'audience. Et puis mettez-nous des étoiles sur iTunes, des reviews, etc. Et puis des petits commentaires, des petits mails, si vous avez des suggestions à nous faire de sujets à traiter, par rapport à l'actualité qui arrive, n'hésitez pas à nous en faire part, ce sera avec grand plaisir que nous consulterons tout ça. Voilà, merci à vous, on vous fait de grosses bises et on vous dit à la prochaine émission. Ciao, ciao. Bye bye à vous. See ya!